Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au théâtre du Gymnase qui nous accueille pour cette deuxième saison des Rendez-vous de demain. Un rendez-vous que nous avons créé donc à l'IMERA, à l'Institut méditerranéen de recherche avancée, avec un assez joli sous-titre, Comment les sciences éclairent l'avenir. Donc essayer de se donner les moyens comme ça de mettre en débat des grandes questions qui sont sur l'agenda politique de nos sociétés et voir comment les scientifiques peuvent permettre de comprendre ce qui se joue. Donc vous avez vu un très beau petit film documentaire, teaser, comme on dit, que l'équipe de 1538 Méditerranée, que je salue et qui est réalisé à partir qu'on appelle des micro-trottoirs, mais qui est une façon de faire remonter des questions à propos de cette immense question qui est celle donc des terrorismes. Dieu sait si elles nous ont interpellés dans les précédentes années dans ce pays et dans le monde méditerranéen et plus largement. Donc je voudrais saluer aussi Stéphane Paoli qui animait ces rendez-vous de demain l'année dernière. Donc il est passé à autre chose, mais donc on continue cette aventure pour faire partager de la connaissance avec l'idée finalement de conjuguer d'une part vous faire connaître des résidents de l'IMERA, puisque la vocation de cet institut d'études avancées, c'est d'accueillir en résidence pour 5 mois ou 10 mois des chercheurs de haut niveau qui viennent travailler. Et donc, nous avons le plaisir d'accueillir ce soir Hans-Gerhard Haupt, qui est historien, qui a longtemps enseigné en Allemagne, mais aussi à Grand Institut européen de Florence, et qui travaille depuis de longues années sur la question des violences politiques, et notamment de l'histoire des terrorismes. Et donc, conjuguer, mettre ce mot au pluriel nous semble tout à fait important dans cette soirée. Et puis, l'idée aussi de ces rendez-vous de demain, c'est de partager de la connaissance aussi avec des scientifiques, des chercheurs, des universitaires de ce territoire. Et Dieu sait si Roland Gori, qui est professeur émérite d'Aix-Marseille Université, qui est aussi psychanalyste, qui a fait de très nombreux livres, dont un qui est directement sur notre sujet, je lui ai d'ailleurs un peu emprunté le titre, Un monde sans esprit, la fabrique des terrorismes. Pour cette année, pour cette saison 2 des rendez-vous de demain, nous avons la chance aussi d'avoir le soutien de la région sud, et donc ça nous permet d'aller plus loin, de diffuser un peu mieux cette connaissance et de vous retrouver, j'espère, chaque fois un peu plus nombreux. Donc on va essayer de se donner les moyens de comprendre ce phénomène des terrorismes. Et j'aimerais tout simplement, pour commencer, donc, avoir au fond le regard de l'historien et le regard du psychanalyste. Tout simplement, quand on parle de terrorisme, de quoi s'agit-il? Pour l'historien, comment l'entendez-vous? Comment est-ce que vous pourriez dire, pour moi, ainsi est le ou les terrorismes, selon une approche d'un historien avec une mise en perspective, justement, dans le temps? Gerhard Haupt. Merci d'abord pour l'invitation. Pour moi, c'est un grand plaisir de participer à cette discussion. Moi, je trouve que le mot terrorisme est utilisé d'une manière excessive dans notre société actuelle. Presque tous les actes violents dont les médias rendent compte sont appelés terroristes. Pour ça, c'est important de réduire le terme terrorisme à une définition et à une mise en perspective. Et cette mise en perspective peut être de deux façons, au moins de deux façons. Une façon, c'est de se demander d'où vient le mot. Et on se rend compte que le mot terroriste a été un mot utilisé pour la première fois durant la Révolution française et pour désigner un excès d'emploi de violence contre les opposants. Les terroristes de la Révolution française, c'était le comité de salut public, c'était les Jacobins.
Alors justement, pour faire écho à ce que vous dites, j'ai cette très belle citation explicite de Maximilien de Robespierre, discours à la Convention du 5 février 1794. Et qu'est-ce que nous dit ce cher Robespierre ? Il faut étouffer les ennemis intérieurs et extérieurs de la République ou périr avec elle. Or, dans cette situation, la première maxime de votre politique doit être qu'on conduit le peuple par la raison et les ennemis du peuple par la terreur. Si le ressort du gouvernement populaire dans la paix est la vertu, le ressort du gouvernement populaire en révolution est à la fois la vertu et la terreur. La vertu, sans laquelle la terreur est funeste, la terreur, sans laquelle la vertu est impuissante. Quel style! Donc là, on est dans le fondement historique de cette notion de terreur qui va donner finalement ce mot terrorisme. Non, mais le mot terrorisme, finalement, qui change de sens au XIXe siècle et il change de sens au milieu du XIXe siècle quand il passe d'une définition qui est appliquée à un excès de pouvoir de l'État et de l'intervention étatique vers un emploi qui est appliqué à des nihilistes, à des socialistes et à des anarchistes. Ce sont ceux, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, qui attaquent le pouvoir de l'État, qui sont appelés terroristes. Ce n'est pas encore un emploi du terme très répandu, mais qui va en s'augmentant jusqu'à de nos jours, et ce sens du mot terroriste reste jusqu'à de nos jours, étymologiquement. Alors, on va revenir sur cette partie du 19e siècle avec vous plus longuement et de ce moment anarchiste, parce que ce que vous analysez, c'est justement plusieurs vagues, plusieurs moments terroristes. Et je pense que c'est important d'avoir cette profondeur de champ pour comprendre ce qui a lieu. Roland Gori, le regard du psychanalyste à propos du ou des terrorismes, comment l'entendez-vous ? Eh bien, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Merci Thierry de cette invitation. Moi, je crois d'abord que ce qui est important dans ce que vous avez cité, c'est par exemple dans ce discours de Robespierre, l'opposition entre l'appel à la raison, pour ceux qui sont de l'autre côté, et puis, je dirais, l'imposition de la terreur pour ceux qui ne sont pas de l'autre côté, pour les opposants. Ce qui veut dire que la terreur, qui est eu en quelque sorte un effroi, une peur extrême, devient une émotion politique. Elle est le truchement par lequel, finalement, les opposants peuvent rendre les armes sans qu'on fasse appel à leur raison. Alors ensuite... Raison, émotion, on sent bien les catégories là qui travaillent. Enfin, émotion politique. Hein. Je précise ce terme qui me paraît très important. C'est-à-dire c'est un gouvernement par cette émotion politique. Il y a un gouvernement par la terreur, hein, où il y a une tentative de déstructurer, de disloquer un gouvernement, un État, une société par la terreur. Mais si vous le permettez, j'avais prévu oui. Oui. J'avais prévu, on partage un certain nombre de philosophes, Thierry Fabre et moi, mais notamment Hannah Arendt, et je trouve qu'il y a dans une de ces phrases quelque chose qui donne la clé de ce qu'est le terrorisme. Alors, à la fin du XIXe siècle, peut-être, en tout cas, du terrorisme nazi fasciste, et peut-être de ce que moi j'appelle aujourd'hui les théofascismes, pour aller vite, les terrorismes qui se prévalent. On va évidemment arriver jusque-là. Alors, la phrase rapidement d'Hannah Arendt, ce qui était si séduisant, c'est que le terrorisme était devenu une sorte de philosophie, exprimant la frustration, le ressentiment et la haine aveugle, une sorte d'expressionnisme qui avait des bombes pour langage, qui observait avec délice la publicité tapageuse donnée à ses actions d'éclat et qui était prêt à payer de sa propre vie pour faire reconnaître son existence par la société normale. Je trouve que dans cette phrase, on a, je dirais, les modules qui peuvent déjà rendre compte de l'émergence des terrorismes et de leur mode de fonctionnement, et également peut-être des motivations pour lesquelles des gens vont se faire exploser pour pouvoir
paradoxalement, se faire reconnaître comme vivant dans une société normale. Il y a là un paradoxe qui me paraît important. Se faire vivant par la mort. On entend émotion, acte de communication. C'est un élément, quelque chose qui est un élément assez retentissant pour percevoir cette notion de terrorisme. Il y a un débat entre les historiens quand le premier acte terroriste a lieu au XIXe siècle. Quelques-uns vont vers la première moitié du XIXe siècle, mais la grande majorité est d'accord que la naissance du terrorisme est liée à un état quand existe une opinion publique déjà développée. Parce que les actes terroristes sont des actes qui s'adressent à un public et veulent, par leurs actes souvent violents, provoquer l'État et par des actions symboliques. C'est-à-dire, ils entendent toucher les rois, ils entendent détruire les monuments qui ont une certaine valeur symbolique, et c'est ces actes de provocation du pouvoir de l'État qui doivent être repris par les médias pour soulever la population, pour créer l'insécurité dans les sociétés et pour faire avancer le projet des terroristes, qui est toujours un projet politique, il faut dire. Ce n'est pas les terroristes qui agissent par amour de la violence, mais il y a des projets politiques que les terroristes poursuivent. Donc en parlant de terrorisme, on parle de politique. D'ailleurs, Robespierre, Hannah Arendt, je vous propose une troisième analyse du politique, qui est Raymond Aron, qui a pensé la guerre avec Clausewitz et qui a cette définition qui se trouve assez, j'aimerais avoir votre sentiment, assez forte, assez précise du terrorisme. Il dit ceci: une action violente est dénommée terroriste lorsque ses effets psychologiques sont hors de proportion avec ses résultats purement physiques. Donc on parle de retentissement psychologique. Comment l'entendez-vous, Roland Guéroult ? Oui, mais je l'ai un petit peu évoqué tout à l'heure à l'introduction, c'est-à-dire qu'il s'agit de sidérer l'autre, de l'empêcher de penser et d'une certaine manière de le déshumaniser afin d'en faire la matière d'un acte de propagande. Et d'une propagande par l'acte. Moi, ce que j'avais lu du terrorisme à la fin du 19e... oui, c'est comme ça qu'elle se nommait. Voilà, c'est une propagande par l'acte. Après, il y a quand même, me semble-t-il, une autre question. Quand, par exemple, vous parlez, puisque c'est aussi un débat, puisque vous parlez de projet politique, moi je me demande dans quelle mesure ce projet politique n'est pas, à un moment donné, plus un motif qu'une cause, plus un motif, plus une raison qu'on se donne qu'une détermination. Je m'explique, j'ai tendance à dire, de manière sans doute un peu rapide, et en se méfiant du démon de l'analogie, en histoire on s'en méfie beaucoup, j'ai l'habitude de citer Marc Bloch qui disait que les hommes ressemblent davantage à leur époque qu'à leur père. Et je crois que les terroristes ressemblent davantage à leur époque qu'à l'idéologie politico-morale religieuse dont ils se prévalent. Qui est un peu une sorte de justification, Alors bon, il y a un gros problème, c'est qu'il faut toujours aussi faire attention quand on analyse, mais ça vous le savez mieux que moi, les mouvements terroristes, une tendance à homogénéiser, c'est-à-dire donner une explication. Et ça, c'est un problème majeur. On a vu tout le débat qu'il y a eu autour de Olivier Leroy, par exemple, et Gilles Kepel. Est-ce qu'on a affaire à une radicalisation de l'islam ou à une islamisation de la radicalité? Donc, on a tous ces débats-là. Bon, je crois que dernièrement, il y a un travail intéressant. Je les ai rencontrés, j'étais invité à un débat il y a quelques jours. Bonelli, qui ont justement établi des portraits sociologiques des différents types, je dirais, de jeunes engagés, soit dans le terrorisme, soit dans l'apologie du terrorisme. Bon, moi j'ai la chance de travailler dans un groupe pluridisciplinaire mis en place par le procureur général Gély à la Cour d'appel, et sur des dossiers d'apologie du terrorisme. Et si je fais à la louche un découpage des portraits,
on voit bien qu'on est en face de 3-4 types extrêmement différents. On a par exemple, donc apologie du terrorisme, mais on a par exemple des gens totalement, je dirais, déséquilibrés, enfin qui ont des problèmes psychopathologiques majeurs, et il n'y a pas d'engagement dans une radicalité, qu'elle soit politique ou religieuse. On a également ce qu'en psychiatrie on appelait à mon époque le psychopathe arrosé, c'est-à-dire si vous voulez, le déséquilibré antisocial. Il n'est pas fou, il n'est pas névrosé, mais il est antisocial, un peu délinquant, et qui finalement s'empare d'un certain nombre de mots comme Daesh ou Kalachnikov, etc. Bon, c'est une forme d'injure. Hein. Il va dire à une autorité quelconque, le gardien de prison ou le policier, on va vous fumer, heureusement que Daesh est là, etc. Mais il pourrait aussi bien le traiter avec d'autres mots injurieux. Et puis, une troisième catégorie où, pour aller très vite, là, on sent une dimension, je dirais, de revanche sociale, culturelle et politique, c'est-à-dire quelque chose qui rassemble un ressentiment, une haine qui n'est pas forcément coupée, en tout cas, d'un passé colonial ou d'un passé social, avec justement cette enveloppe religieuse qui est donnée à ce moment-là. Mais bon, je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur la question de la religion. Absolument. Parce qu'elle est essentielle. Merci Roland Gory d'avoir à la fois commencé à construire des typologies, puis finalement des trajectoires. Parce que ce qui est le plus important, je crois, dans cette approche, ce regard, tentative de compréhension des terrorismes, c'est je dirais, de les contextualiser. Et c'est là où on a beaucoup besoin on a recours aux historiens. Alors donc j'aimerais, Hans-Gerhard Haupt, qu'on revienne au fond sur ce moment sur lequel vous travaillez, et puis raconter une histoire. Alors certains disent que c'est un des actes emblématiques, qui est donc l'histoire d'Émile Henry et du café Terminus, qui est donc le 12 février 1894, juste à côté de la gare Saint-Lazare à Paris. Vous pouvez nous dire en quelques mots qu'est-ce qui se passe là, qui est Émile Henry et en quoi ça est révélateur de cette histoire du terrorisme anarchiste sur lequel vous travaillez de façon comparée à l'échelle de 3 ou 4 pays. D'accord. Alors, Monsieur Émile Henry. Oui, Émile Henry, c'est un jeune anarchiste qui a suivi le cheminement des anarchistes qui, à un certain moment, s'était concentré sur des luttes ouvrières et avait cherché à s'aboucher avec des ouvriers en grève, ce qui n'a pas marché trop bien parce que les syndicats étaient plutôt hostiles. Après, il y a une phase où les anarchistes commençaient à voler les personnes en public et surtout les bourgeois. On disait c'est une répartition de la propriété en société. Et il y a la troisième stratégie était la propagande par le fait, c'est-à-dire l'idée qu'il faut par des actions exemplaires soulever l'esprit de révolte dans la population, faire porter devant l'État la force des anarchistes et de montrer que malgré toutes les polices et toute la surveillance des anarchistes, eux peuvent commettre des actes qui touchent directement l'État, et les attentats touchent directement l'État parce que l'État se montre incapable d'assurer la sécurité de la population. Oui, alors il revendique que c'est sa première mission, le monopole de la violence légitime, comme dit Max Weber. Donc c'est prendre l'État en défaut. Non, mais qu'est-ce qui se passe alors avec Émile Henry Henry, il prend une bombe au début de 1894 et la jette dans un café plein près de la gare Saint-Lazare. Il y a un grand nombre de morts et lui, il est pris assez vite. Il essaie de se réfugier, il est arrêté assez vite et au policier et devant le tribunal, il explique que son attentat était dirigé contre les bourgeois.
C'est-à-dire... Oui, j'ai lu qu'il disait il n'y a pas d'innocents. Il n'y a pas d'innocents dans la société. Tout le monde, et surtout les bourgeois qui sont dans les cafés, sont les gens qui font du mal aux pauvres de la société. Ça, c'était son argument. Alors, on a cet acte-là, mais j'aimerais quand même que vous nous dressiez, parce que je suppose que tout le monde ne connaît pas ici l'histoire du terrorisme anarchique, parce qu'on a oublié l'ampleur de ce que ça a pu représenter à l'époque, comme nombre d'attaques, d'attentats, de chefs d'État qui ont été tués. Donc peut-être une brève cartographie ou tour d'horizon de ce moment terroriste anarchiste qui est un des moments fondateurs finalement de ce moment nihiliste. Et on reviendra sur cette fin du 19e siècle et de ces nihilistes et anarchistes qui vont mener la bataille à travers des actes terroristes. Oui, c'est-à-dire entre 1875 et 1895, jamais dans l'histoire européenne autant de chefs d'État, de politiciens et des notabilités ont été tués que dans cette période-là. Et c'est une période d'une violence très présente aussi par le fait que les anarchistes, à côté des attentats contre les personnes, attaquaient aussi des maisons. Ils mettaient des bombes dans les maisons ou ils jetaient, en Italie par exemple, les bombes dans des manifestations, dans des cérémonies pour provoquer la peur. Surtout là, c'était l'instrument de la peur qui était très important pour eux. Et leur idée derrière, c'est un État qui ne peut pas réagir à la peur des citoyens. C'est un État qui ne correspond pas à sa tâche de maintenir la sécurité. Qui est un État failli d'une certaine façon. Donc, un échec de l'État. Un des actes les plus connus, en tout cas en France, c'est l'attentat contre le chef de l'État, Sadi Carnot. Sadi Carnot, et qui a été tué par un Italien, un anarchiste italien, Caserio, qui voulait prendre la revanche de la condamnation d'Henri à mort. C'est-à-dire qu'il y a tout un mécanisme aussi d'action des anarchistes qui étaient des actions de revanche, des prises des jugements de l'État, des condamnations d'anarchistes auparavant, et Caserio voulait prendre la régence sur Henri. Là aussi, ce sont des actes politiques, mais aussi des actes finalement de communication politique, parce que les chiffres que vous donnez de nombre d'anarchistes par rapport aux populations est presque ridicule. Enfin, c'est vraiment des groupes, comme on dit en français, un groupuscule. C'est peut-être quelques éléments justement parce que entre l'impact des actes terroristes et la réalité politique de ce qu'ils représentent, il y a un très grand écart. Oui, c'est les terroristes, et je crois que c'est vrai jusqu'à de nos jours, que les terroristes, c'est des groupements minoritaires. Des gens qui, au moment où ils font leur plan politique, vivent dans l'isolation et souvent aussi en clandestinité. C'est-à-dire il y a des groupes qui sont persécutés. Les anarchistes sont poursuivis de l'État. Ils sont des tout petits nombres. En Allemagne, il y a 250 à 300 anarchistes. En France, on pense, en y intégrant aussi les gens qui lisent les journaux anarchistes. Sans compter les anarchistes infiltrés par l'État qui fomentent des actes pour que... Parce qu'il y a ces histoires-là. L'historien qui est allé voir dans les archives les manipulations... parce qu'il y a terrorisme, il y a aussi l'acte de l'État. C'est-à-dire qu'on peut regarder aussi des deux côtés du miroir, d'une certaine façon. C'est ça. En Allemagne, par exemple, les groupements anarchistes, ces petits groupements sont tellement noyautés par les espions de l'État qu'à un certain moment donné, c'est un des espions de l'État va à une réunion des anarchistes en Suisse et présente à l'entrée tout de suite un plan très détaillé comment tuer l'empereur allemand. Et c'est-à-dire l'administration allemande utilise ce plan-là pour persécuter de nouveau les socialistes et les anarchistes en Allemagne. C'est-à-dire, c'est des petits groupements qui font des actions, mais qui sont, par une politique préventive, ils sont noyautés par les
les espions de l'État, si bien que des fois on ne sait pas si c'est les actions décidées par les anarchistes ou si c'est l'agent provocateur étatique qui a poussé les anarchistes à aller dans une certaine direction. Alors il y a des jeux de pouvoir, mais bon, il se trouve que cette période, Roland Gori, de la fin du 19e siècle, vous dites c'est une fin de siècle toute nietzschéenne, où on remet en cause les valeurs et où on a justement, pour citer Nietzsche et quelques autres, ou Dostoïevski, cette analyse, hein, on est dans ce qu'on a appelé le nihilisme. Et donc, peut-être qu'un premier regard en perspective de ce moment terroriste, comment vous l'appréhendez à partir de cette notion de nihilisme qui a quand même un certain écho à ce que vous appelez un monde sans esprit. Roland Gori. Alors, je vais peut-être, si vous le permettez, développer sur 3 points. Le premier point, c'est effectivement la terreur comme instrument de propagande, émotion politique, c'est-à-dire conviction qu'il n'y a pas de possibilité d'obtenir un changement de société, un changement politique par la raison, par la parole, par le débat. C'est très simple. C'est l'impasse, c'est pas de l'idée de libération politique, pas de parlementarisme, c'est le recours à la violence. Non, mais c'est très important. C'est-à-dire qu'il y a là quelque chose de l'ordre d'une croyance quasiment au sens d'un délire sectorisé, pour parler comme Lacan. C'est-à-dire vraiment, et effectivement, il y a une espèce de nihilisme de la possibilité d'obtenir un changement de société, un changement politique par la parole. Bon, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est effectivement l'état de droit qui est visé. C'est-à-dire que, en quelque sorte, on ne croit plus aussi à la possibilité d'un État régulateur, on ne croit plus aussi à la possibilité d'un État qui, confisquant l'agressivité des citoyens, permet que chacun ne détruise pas l'autre, pour aller très vite. Bon. Et là, on va toucher au point essentiel, c'est quand même aussi l'État libéral. Donc je vais y venir. Puisque le libéralisme, si on prend Montesquieu, c'est quand même cette idée d'un régime de droit, d'un régime qui fait que l'opinion d'un citoyen peut être exprimée et qu'il ne craint pas d'être détruit par l'autre citoyen qui a une opinion différente. Donc, pouvoir et de contre-pouvoir. C'est très important parce que ça veut dire aussi que le terrorisme aujourd'hui, quelque part, atteint le libéralisme dans son cœur. Dans son cœur, je dirais, éthique et politique. Puisque justement, quand Montesquieu avance le libéralisme, il l'avance comme ce qui préserve de la terreur. C'est justement les régimes politiques qui préservent de la terreur. Alors, je voudrais juste maintenant répondre à votre question, mais j'avais besoin de cette brève introduction pour aller vite. Je pense que les terrorismes émergent dans des périodes de crise. Bon, on va citer une fois encore Gramsci, mais la crise, c'est lorsque le vieux monde tarde à mourir et que le nouveau monde tarde à naître. Dans ce clair-obscur naissent les monstres, et je crois que les terrorismes font partie, les mouvements terroristes, de ces monstres-là. Alors, si on prend par exemple la fin... Je parle sous votre autorité, mais si on prend la fin du 19e, vous prenez 1894. Bon. Mais vous avez, pendant toute cette période, 1894, un an plus tard, vous avez 1895, Karl Lueger, tribun antisémite, qui gagne les élections à Vienne. 1895, vous avez la dégradation de Dreyfus. C'est-à-dire qu'on est en pleine période d'une crise du libéralisme, c'est-à-dire où, effectivement, les valeurs libérales se détruisent elles-mêmes, pour reprendre la formule nietzschéenne, dans la mesure où le libéralisme s'inspirait d'un libéralisme philosophique fondé sur la raison, fondé sur l'émancipation, fondé sur la liberté, hein, c'est le Kant de 1784, qu'est-ce que les Lumières, hein, ne te fie qu'à ta raison critique et à ta loi morale, sois autonome, bon, sois libre et émancipé. Bon, or, la fin du 19e, qu'est-ce qu'elle montre? Elle montre que les gens ne peuvent pas mettre en pratique sociale et en pratique existentielle, cette liberté, cette raison, pour la bonne raison qu'ils sont pris dans une deuxième révolution industrielle qui transforme les humains en instrument de l'instrument, c'est-à-dire en serviteur de la machine. Donc à partir de ce moment-là, vous avez une crise, si vous voulez, majeure du libéralisme qui débouche
sur l'émergence des nationalismes, sur l'émergence de l'antisémitisme, sur l'émergence des mouvements terroristes. Vous avez, et sur aussi la naissance du sionisme. Il faut bien voir qu'on est là, dans cette période-là. Ça se termine, cette crise du libéralisme, pour aller vite, sur la Première Guerre mondiale. C'est-à-dire sur l'affrontement des nationalismes dans une perspective impérialiste, pour aller très vite, pour parler comme Hannah Arendt. Bon. Mais le problème, il n'est pas réglé. Le problème de la contradiction majeure entre, je dirais, les exigences du productivisme, les exigences de l'économie, les exigences de la deuxième révolution industrielle et, en quelque sorte, les discours d'émancipation, de justice sociale, de liberté, cette contradiction demeure. Donc la Première Guerre mondiale n'a pas réglé cette contradiction qui, d'une certaine façon, va être recyclée par les terrorismes nazis, fascistes, et d'une certaine façon stalinien. Alors, si je peux juste me permettre, oui. Si vous voulez, ce que je veux dire par là, c'est que cette contradiction, elle n'est pas réglée. Elle va déboucher sur les partis totalitaires entre les deux guerres. Elle ne va pas être réglée. Et à mon avis, il y a aujourd'hui une résurgence de cette contradiction qui peut prendre, entre autres, la forme des terrorismes, mais pas seulement. Ça peut être aussi la forme de démocratie illibérale et autoritaire, ou ça peut encore prendre la forme de la montée de l'extrême droite. Alors, on va justement s'arrêter un petit peu sur, à partir de l'analyse que vous avez faite du système de valeurs, du champ symbolique, des fissures des êtres dans le rapport à la société par rapport à cette grande idéologie positiviste, du progrès, qui est au fond celle des grands idéaux de la République, et puis ou des républiques, ou de ce qui se met en place dans l'ordre européen. Pour revenir, Ansgar, sur, au fond, l'analyse que vous faites historiquement des différentes vagues de terrorisme. On a parler de la première, qui est celle liée au mouvement anarchiste, nihiliste, notamment aussi en Russie. On n'a pas parlé de Vera Zasulich et de tous ces actes-là. Mais avançons un petit peu dans le temps. Et effectivement, il y a, je dirais, une vague très profonde des mouvements terroristes qui sont liés aux mouvements nationalistes, qui sont des moments de combat contre des ordres politiques. On pense par exemple à l'IRA irlandaise, on pense à l'ETA, on pense au mouvement balkanique. Donc quelques mots sur ces différentes vagues. Et puis après, effectivement, on va passer vers des terrorismes de l'après-première guerre mondiale d'extrême droite, et notamment en Allemagne, en Italie. Voilà. J'aimerais qu'au fond, on ait au fond une généalogie de ces moments terroristes, comme vous l'avez fait dans un grand article que vous avez publié. Oui, moi je trouve que c'est très important de ce que vous avez dit Monsieur Gori d'emblée, que il ne faut pas oublier quand on parle de terrorisme qu'il y a un terrorisme de l'État aussi, qu'il y a un terrorisme de droite et de l'État, et que le terrorisme nazi, c'était un terrorisme de l'État. Et le niveau le plus saignant et le plus dégoûtant. Quand on regarde les autres mouvements terroristes, on voit toujours le même phénomène. C'est des groupements minoritaires dans la société qui poursuivent certains buts politiques, provoquent le pouvoir de l'État en présence par des actions symboliques, en quelque sorte. Et on a d'abord, cette première vague, c'est à la fin du XIXe siècle, c'est un terrorisme qui vise la liberté et la justice sociale. Les buts des anarchistes, c'est maintenir le plus de liberté pour l'individu, abolir les hiérarchies, abolir les classes sociales et introduire la justice sociale, que tout le monde a le même salaire, etc. etc. Une deuxième vague du terrorisme vient surtout dans les années, à la fin de la Première Guerre mondiale, les années 20-30 et déjà aussi au XIXe siècle, c'est l'anarchisme nationaliste. C'est les mouvements anarchistes qui veulent l'indépendance nationale, et on voit jusqu'à aujourd'hui des actes terroristes dans les Pays basques, par exemple, qui a duré jusqu'à quasiment de nos jours, qui vient tout le temps. On a eu un effet balkanique, je puis dire, sur la Canebière à Marseille en 1934, non loin de ce théâtre. Et donc, il y a d'ailleurs une plaque où Louis Barthou
le ministre des Affaires étrangères a été assassiné, et donc avec le roi de Yougoslavie. Le roi de Yougoslavie. Donc il y a ce terrorisme, je dirais, balkanique, mais sont des combats, je dirais, nationalistes contre l'oppression de gouvernements qui ne veulent pas l'émergence de ces nations en formation, d'une certaine façon. La troisième vague, c'est une vague qui surtout prend de l'importance dans les années 30, 40 et 50 et 60 aussi, c'est quand même le terrorisme anticolonial, c'est-à-dire dans la lutte pour l'indépendance des colonies vis-à-vis des métropoles, des actes terroristes ont été commis, et c'est le FLN là qui a des exemples, mais aussi même en Israël, on peut dire que l'Irun aussi a été une organisation terroriste qui, pour conquérir l'indépendance d'Israël, a utilisé les armes violentes et le terrorisme. Contre, effectivement, le fameux attentat contre l'hôtel King David. Puis je lisais récemment un billet de Jean-Pierre Fiduy, qui était l'année dernière dans les rendez-vous de demain, qui expliquait qu'il y avait effectivement maintenant on revendique, c'est dans un musée en Israël, l'assassinat du comte Bernadotte comme acte politique. Et donc on voit bien que, bon, et puis sans parler évidemment du terrorisme palestinien qui s'est manifesté ainsi. Mais j'aimerais, puisqu'il y a une figure qui traverse un peu qui est celle d'Albert Camus, et qui a une grande réflexion de Camus sur le terrorisme. J'aimerais, puisque ça fait référence au débat sur la guerre d'Algérie, la façon dont Camus écrit à ce jeune poète dont il était ami, dont ils vont se séparer justement à l'occasion de la guerre d'Algérie, qui est Jean Sénac. Et donc dans une lettre à Sénac de 1957, Camus écrit ceci. J'aimerais ensuite que l'un et l'autre vous puissiez réagir. Le héros des Justes, qui est une des grandes pièces de Camus, refuse de lancer sa bombe lorsqu'il voit qu'en plus du grand-duc qu'il a accepté d'abattre, il risque de tuer 2 enfants. Ce refus, cette certitude passionnée qu'il y a dans le meurtre et dans l'injustice une limite à ne pas dépasser, je les ai donné un exemple dans ma pièce et dans L'homme révolté, parce qu'ils sont les seuls, selon moi, à garder à la révolte sa vérité et sa grandeur. Ma position n'a pas varié sur ce point, et si je peux comprendre et admirer le combattant d'une libération, je n'ai que dégoût devant le tueur de femmes et d'enfants. La cause du peuple arabe en Algérie n'a jamais été mieux desservie que par le terrorisme civil, pratiqué désormais systématiquement par les mouvements arabes. Et ce terrorisme retarde, peut-être irréparablement, la solution de justice qui finira par intervenir. On a peut-être là, à travers l'exemple de ce qui s'est passé avec la guerre d'Algérie, et le terrorisme d'État avec la torture, le système de la torture, comme l'a bien montré Marie-Raphaëlle Branche, on a peut-être là quelque chose qui pose la question de la limite de la violence politique et de la dimension indistincte de certains actes terroristes. Et c'est là où Camus s'insurge sur la dimension, je dirais, infâme, injustifiable, de dire il n'y a pas d'innocent. Comment est-ce que vous lisez ou entendez cette réflexion de Camus sur la violence politique et les actes terroristes? Roland Gori. Oui, alors, pour partir sur Camus, moi je pensais en vous écoutant à une phrase de Camus de L'homme révolté, quand il dit que se révolter, c'est faire demi-tour, donc faire volte-face pour affronter celui qui vous impose une humiliation. Il y a une très belle phrase, il dit la révolte, c'est refuser l'humiliation sans l'imposer à l'autre. Je crois que c'est là où on a la limite. Je veux dire que la violence politique, la violence, elle est consubstantielle au politique d'une certaine manière. Mais il y a un moment où elle devient illégitime, c'est quand elle se fonde sur l'humiliation. C'est non seulement je refuse l'humiliation, je le subis, mais surtout je vais l'imposer à l'autre. Là, il y a un problème majeur. Il y a l'humiliation et puis le côté indistinct.
C'est-à-dire que ce n'est pas ciblé. Ce ne sont pas des actes de violence politique. Tout le monde est mis, la femme, l'enfant, n'importe qui est de passage subit l'attaque. On l'a bien vu dans les attentats à Paris ou au moment du 14 juillet à Nice, ou enfin dans les bombes qui ne cessent d'exploser en Irak, etc. Oui, enfin, encore que ça soit aussi peut-être à nuancer, si je peux me permettre. Parce que on est là pour ça. Voilà, si vous prenez le Bataclan, on voit bien que c'est une certaine jeunesse qui est ciblée, par exemple. Bon. Il y a aussi la recherche d'actes symboliques, pour aller vite. Mais je pensais justement au Juste de Camus, et je pensais aussi à sa mise en scène des possédés, enfin les démons de Dostoïevski. Et il y a une phrase qui me paraît très forte. Il dit « Les nihilistes ont besoin d'idoles ». Et là, il y a quelque chose d'extrêmement important, me semble-t-il, qu'on peut retrouver dans les actes terroristes aujourd'hui et les propagandes terroristes aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est pour faire le lien aussi avec ce que vous avez dit précédemment sur le nihilisme, dans le terrorisme, il y a quelque part, je dirais, une espèce de délire nihiliste comparable à ce qu'on trouve, nous, en psychiatrie, du côté de la mélancolie anxieuse, qu'on appelle le syndrome de Cotard. En un mot, c'est en gros le patient qui dénie avoir des organes à l'intérieur du corps. Bon, ce déni, c'est le nihilisme d'une certaine manière. On a dans les terrorismes le déni que l'autre est de la même humanité que moi. C'est-à-dire que j'appartiens à une communauté ou j'appartiens à un groupuscule politique et l'humanité, elle est localisée là. Et donc, par conséquent, tout le reste ne fait pas partie de cette humanité, peut être détruit. Je ne sais pas si je suis clair par rapport à votre question. Mais il faut dire aussi qu'à l'intérieur des mouvements terroristes, par exemple les anarchistes, mais aussi d'autres mouvements de libération nationale, il y a une conscience très claire que les buts de l'action politique ou de l'action violente ne légitiment pas tous les moyens. Quand même, il y a une réflexion sur les moyens, comme aussi Camus le fait très clairement, que aussi dans des mouvements comme durant la Commune de Paris, on refuse d'utiliser certains moyens parce que ça ne correspond pas au but de l'action commune. Et parmi les anarchistes, il y a dans les années 80-90, aussi à propos de l'action de Henri, il y a des discussions extrêmement violentes. Il y a toute une partie qui s'insurge contre des actions dans lesquelles des ouvriers sont tués, des enfants sont tués, et ils disent, nous, on ne peut pas nous engager pour l'émancipation du prolétariat et tuer les ouvriers par nos actions violentes. Et ça, c'est un moyen où on voit comment certains terroristes s'acheminent vers d'autres formes d'action politique, et en France surtout vers le syndicalisme révolutionnaire, où ils combattent pour la grève générale, mais sans pour autant faire des actions violentes. Alors, j'aimerais qu'on avance dans le temps pour arriver aux formes contemporaines, mais avant d'être aux formes contemporaines, théofascistes ou comme vous les qualifiez, Roland Gori, quelques mots quand même, vous en avez dit sur le terrorisme d'extrême droite dans l'entre-deux-guerres, et puis ce moment terroriste qui a été très très vigoureux, notamment en Allemagne, en Italie, un peu moins en France, qu'on a appelé le moment des terrorismes d'extrême gauche. Je pense à la bande à Bader, à ce qui s'est passé en Italie avec les Brigades Rouges. Donc quelques mots sur ce moment-là, qui a d'ailleurs pu croiser les combats anticoloniaux. On a bien vu des rapprochements de certains mouvements les uns avec les autres, avant d'arriver, je dirais, à la forme terroriste la plus contemporaine, celle que nous vivons aujourd'hui. Religieuse. C'est-à-dire politico-religieuse. Oui, dans les années 70 et 80, c'est quand même des mouvements terroristes qui croyaient de pouvoir mobiliser la classe ouvrière dans les pays de l'Europe occidentale. Ça, c'est quand même leur grande illusion. Ils pensaient que par leurs actions de mener cette mobilisation et
de plus en plus, il s'enlisait après dans des réactions qui devenaient une légitimation de la violence pour les buts de libérer les camarades qui étaient en prison. Donc, ils se dépolitisaient de plus en plus dans leur lutte et devenaient des mouvements pour lesquels la survivance de l'organisation était plus importante que les buts politiques auxquels ils aspiraient au début. Puis il y a ce moment majeur aussi de l'attentat aux Jeux Olympiques de Munich, un groupe palestinien qui attaque des sportifs israéliens. Et donc là, on voit aussi que les choses se croisent dans ce moment-là, c'est 72. Hein. Et il faut dire peut-être aussi, nous, on parle ici du terrorisme européen. Et actuellement, le terrorisme européen, c'est la minorité. C'est-à-dire, selon les enquêtes en 2012, on a dit que plus de la moitié de tous les actes terroriques commis dans le monde ont été commis dans 3 pays, en Afghanistan, en Pakistan, en Irak. Et donc, on voit toujours à la télévision parler des actes terroristes dans un pays du Moyen-Orient ou bien en Asie, où il y a 35, où il y a 300 morts, etc. Et nous, on ne connaît pas l'arrière-fond et les médias ne nous livrent pas l'arrière-fond de ces actions, mais les terrorismes, pour en parler, il faudrait intégrer cette vision beaucoup plus large que nous le faisons, où nous nous concentrons sur le cas européen. Ben c'est justement ce qu'on essaie de faire ce soir, d'avoir une sorte de profondeur de champ, de regarder comment cette violence politique a pris forme à travers l'histoire, et donc on a exploré ces différentes vagues. Mais venons-en maintenant aux formes les plus contemporaines de ce que vous appelez les théofascismes, Roland Gori, et ce qui advient dans ce monde sans esprit qui, au fond, selon vous, laisse un espace disponible pour une sorte de fissure de l'être, de faille pour quelqu'un que vous connaissez bien, qui est Fethi Benslama, qui a travaillé sur le surmusulman et sur ce basculement qui conduit aux actes terroristes. Donc, peut-être une lecture pour vous de ce moment contemporain des terroristes, parce que là encore une fois il n'est pas monolithique, et notamment qui prend une forme de revendication et d'expression islamique. Si vous permettez, je voudrais juste faire une petite transition avec ce qu'a dit justement M. Haute, parce que je crois que c'est très important. C'est la question d'une nuance parmi les mouvements qui empruntent la voie d'une violence terroriste meurtrière et entre ceux qui produisent une indifférenciation. Et là, on revient à Camus. Quand Camus parle, par exemple, dans L'Homme révolté, des procès staliniens, où il parle de la chosification de l'humain qui n'existe plus que comme unité quantitative. Donc il n'y a plus, pourrait-on dire... de singularité. Il n'y a plus de singularité, donc il n'y a plus ce qui constitue l'humain, pour aller très vite. Et puis, le truchement d'une violence qui peut aller jusqu'au meurtre. Parce que, d'une certaine façon, il y a eu, pendant la Résistance, aussi des mouvements terroristes pour s'opposer à l'occupant allemand. Donc on a Manouchian, la fiche rouge. Donc je crois que c'est un point qui est important. On ne l'a pas, à mon avis, exploré ce soir en détail, mais encore une fois, on ne peut pas rejeter systématiquement l'usage, encore une fois, de la violence meurtrière qui, à mon avis, est consubstantielle à la politique, dès lors qu'il n'y a pas, justement, on y vient, la culture, la société, l'État pour garantir la possibilité d'autres voies. Alors, si on prend maintenant l'exemple de ce que nous avons connu, subi, éprouvé tragiquement ces dernières années, effectivement, qui se produisent dans le monde et qui relèvent peut-être d'autres catégories d'analyse, d'autres catégories de réflexion et qui ont leur spécificité. Moi, il me semble que, pour aller vite, si on prend encore une fois les terroristes qui se prévalent aujourd'hui, par exemple, d'une religion, la religion musulmane, sunnite, salafiste ou wahhabite, il me semble que
ils ont trouvé, pour reprendre les termes de Scott Atran, ils ont trouvé un carburant révolutionnaire dans des motifs religieux, mais qui ne sont pas la religion. Ce que je veux dire par ils ne sont pas la religion. C'est pas à moi de dire que c'est pas la religion, mais en tout cas, qui ne sont pas essentiellement religieux et qui résultent d'une certaine façon, effectivement, d'un monde sans esprit, d'un monde désenchanté, d'un monde finalement où ce qui a désacralisé, d'un monde qui est en manque de projets collectifs, en manque de récits, en manque de rêves, en manque d'utopie. Et donc, on va chercher, pour exprimer, encore une fois, sa révolte, pour se venger d'humiliation, pour exprimer une haine aussi, enfin bon, on y reviendra sur ce point, qui va trouver une idéologie politico-morale religieuse assez facilement transformable en totalitarisme. Alors effectivement... Ce qui est l'énigme aussi, c'est sa force d'aimantation, du fait qu'elle est attirée des jeunes générations, comme jadis, je dirais, les brigades internationales. C'est un nouvel internationalisme qui s'est produit massivement, pas simplement avec des Européens, mais qui est avec autour de Daesh, après Al-Qaïda. Et donc, c'est aussi ça, cette immense besoin de sacrifice, et là qu'il s'agissait de comprendre, peut-être. Oui. Alors, je ne partage pas trop ce désir de sacrifice. Je ne place pas trop les choses de ce côté-là, mais plutôt du côté d'une crise culturelle. C'est pour ça que j'ai cité Gramsci, j'ai cité la crise comme étant ce moment de fissure dans la culture, dans la société et dans nos moyens symboliques d'exprimer le monde et d'essayer de le changer en même temps que de nous changer. Donc, pour aller vite et pour faire simple, ces idéologies politico-morales, bon, d'abord, elles sont nées entre le 8e, on va dire, et le 11e siècle. Bon. Donc, c'est une vieille histoire. Elles ont déjà servi. C'est-à-dire que c'est Voltaire qui va parler au 18e d'islamisme. Il va parler d'islamisme pour désigner quoi? Pour désigner un courant de pensée qui s'oppose au rationalisme des Lumières, à la raison, qui s'oppose à la modernité et qui tente de renouer, entre guillemets, avec l'origine, c'est-à-dire la manière de vivre et de penser du temps des compagnons du prophète. Donc, au 18e. Vous prenez le 19e, c'est pareil. Tout le 19e est traversé par des courants qui, à un moment donné, renouent avec l'idéologie dont ils peuvent se servir pour exprimer, si vous voulez, pour exprimer la haine, pour exprimer la vengeance, pour exprimer le besoin de produire du chaos, de disloquer le monde, afin de permettre un monde nouveau. Vous prenez le 20e, j'y viens, et à mon avis c'est là où c'est le plus important, vous prenez le 20e, bon, vous avez d'un côté le nationalisme arabo-musulman de type laïque, par exemple Nasser, et vous avez les courants qui se réclament d'une idéologie théocratique, pour aller vite, que combat justement les nationalistes porteurs des Lumières, de l'émancipation, du progrès. Un des intégristes appelant au djihadisme Ktob, il est pendu par Nasser en 1964 ou 1965. Donc, voilà. Donc, si vous voulez, ce qu'il faut voir, c'est que l'émergence, il y a une surdétermination, il y a plusieurs causes. De la même manière qu'il y a plusieurs portraits, si j'ose dire, de terroristes, il y a plusieurs causes. Donc je ne vais pas toutes les déplier, mais une autre cause, il va de soi, c'est l'affaiblissement, je dirais, de l'horizon d'un nationalisme arabe ou arabo-musulman, et considéré, disloqué, considéré comme corrompu, considéré comme une importation de l'Occident. C'est pas un hasard si Daesh s'est installé sur la ligne Saïk-Picot, c'est-à-dire ce qui était constitué par l'accord franco-anglais. Et donc, d'une certaine façon, c'est bien l'effondrement, je dirais, de la possibilité pour un certain nombre de peuples de se trouver identifiés à une nation qui fait qu'ils recherchent cette identification dans autre chose, comme la religion, et pas n'importe quelle religion, les religions fondamentalistes, intégristes, etc. Enfin, dernier point, parce qu'encore une fois, des causes, on en a énormément. Dernier point, il ne faut quand même pas oublier, vous citiez Al-Qaïda, Oussama Ben Laden, mais il ne faut pas oublier que justement,
Il s'agit de figures et de mouvements qui ont été financés pendant très longtemps par l'Arabie saoudite, c'est-à-dire l'Arabie et les Américains, pour une raison très simple. Ça rejoint ce que j'ai dit. On revient à l'histoire de l'Afghanistan. Voilà. Pourquoi ? Mais non, mais c'était déjà le cas du côté de la guerre d'Algérie. C'était qu'en gros, vous aviez, n'est-ce pas, pendant les guerres anticoloniales, comme ensuite avec l'Afghanistan, effectivement, vous aviez, on dira, dans le camp des révoltés, différents courants. Les courants progressistes, les courants rationalistes, les courants laïques, émancipateurs, et vous aviez les courants religieux. Il va de soi que dans l'affaire de l'Afghanistan, ce sont les Américains et les Saoudiens qui ont financé Al-Qaïda et Oussama Ben Laden pour éviter que dans un monde bipolarisé, n'est-ce pas, les révoltés basculent du côté des soviets, du côté des Lumières, du côté des progressistes, du côté de l'émancipation. Donc ça, vous l'avez en permanence. C'est-à-dire que, en gros, et je termine là-dessus, en gros, si vous voulez, aujourd'hui, les mouvements auxquels, n'est-ce pas, nous assistons, Alain Berthaud a une très belle expression, il parle des enfants du chaos. Je crois que nous assistons à l'émergence des enfants du chaos avec un double chaos. Un chaos géopolitique produit par la dislocation de certaines régions du monde identifiées par des États et par des nations, donc c'est la conséquence, et un autre chaos, qui est un chaos qu'on pourrait appeler, d'un mot un peu compliqué, mais ontologique ou subjectif. Mais là, je parle pas, et je ne pense pas tout à fait comme mon ami Fatima Slama, n'est-ce pas, et qui est produit, effectivement, du fait que nous sommes dans un monde, on va dire, pour aller très vite, tellement réaliste, tellement dénutri de rêves et d'utopies, que vous avez une partie minoritaire, bien sûr, des enfants de la classe moyenne, surdiplômés et autres, qui d'un coup, qui n'ont rien à voir avec une origine musulmane, et qui d'un coup se convertissent là-dedans, comme effectivement ils auraient pu le faire antérieurement avec les Brigades Rouges ou d'autres mouvements. Merci Roland Gori pour cette analyse. Alors j'aimerais justement que l'historien du 19e siècle fasse un exercice parfois peut-être un peu difficile, mais on est là pour mettre les savoirs en débat. Donc que l'historien du 19e siècle nous dise comment il perçoit, comment il analyse les terrorismes d'aujourd'hui. Est-ce que c'est une violence inédite? Est-ce que c'est quelque chose, en étant plongé comme ça dans les archives, dans les jeux de pouvoir, dans ce qui s'est joué autour des mouvements anarchistes, quand on regarde ce qui advient aujourd'hui dans ces mouvements terroristes, comment est-ce qu'il y a des rapprochements? Est-ce que c'est une singularité? Comment est-ce que vous le voyez, Hans-Gerhard Hoppe? Oui, si je regarde dans la situation actuelle en comparaison avec le 19e siècle, je crois on peut dire que la religion n'est pas la cause des mouvements terroristes actuels, mais c'est leur plus importante légitimation. Eux, ils utilisent les facteurs religieux pour légitimer, et en invoquant l'Oumma, c'est-à-dire un but à poursuivre, c'est une stratégie de légitimation pour des politiques qu'on doit expliquer à un niveau géopolitique et qui peuvent être extrêmement différentes. Deuxièmement, c'est aussi ces groupements, c'est des groupements des terroristes appelés islamiques, c'est souvent des gens, comme au XIXe siècle, qui vivent dans la marginalisation de la société. C'est des gens qui n'ont pas réussi à entrer dans les sociétés et qui se radicalisent à cause de cette vie en marge de la société. Troisièmement, c'est l'État qui contribue à maintenir les mouvements terroristes de nos jours. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Parce que ça peut faire sursauter. Les mouvements terroristes essayent de provoquer l'État, et le poussant toujours à passer des lois plus sévères, à augmenter la répression, à mettre les gens en marche. Vous pensez à Guantanamo, Patriot Act, à la torture, aux enlèvements, enfin des choses qui sont bien documentées
Après l'attaque du 11 septembre 11 septembre, et on voit de plus en plus aussi, on voit des États occidentaux aussi qui ne se tiennent pas aux valeurs qu'ils veulent défendre, aux valeurs sur lesquelles ils se basent, et en faisant ceci, en faisant les lois d'exception, en développant une rhétorique d'exclusion vis-à-vis des anarchistes, en les affublant des mots extrêmement négatifs et des caractéristiques assez négatifs, ils réagissent de la façon comment les terroristes attendent que l'État réagisse. Et c'est-à-dire, en faisant ceci, l'État soutient en quelque sorte les mouvements anarchistes. Une sorte de spirale de la peur. Vous parlez des anarchistes, là, mais c'est ce qui vaut pour les anarchistes la comparaison fait sens par rapport à ce qui s'est joué par rapport aux attentats de type terrorisme islamique. Il y a une très belle phrase du général Leclerc qui disait « On n'arrête pas les idées avec des balles ». Mais avec d'autres idées, d'autres visions du monde. Donc j'aimerais, pour terminer ce premier tour d'échange, avant de donner la parole à la salle, qu'on essaie de se projeter un petit peu dans l'avenir. D'une part, essayer de comprendre, à partir d'une lecture de l'histoire ou d'une analyse, je dirais, plus psychologique et psychanalytique, comment on peut penser, on peut répondre autrement que sous des formes sécuritaires aux attaques terroristes, d'une part, et d'autre part, quel est, selon vous, le devenir ? Est-ce qu'on en est sorti de cette histoire de violence terroriste, ou est-ce que c'est promis encore à un bel avenir ? Donc, les modes de réponse et les perspectives que vous voyez à partir de la lecture que vous avez pu avoir l'un et l'autre de ce phénomène terroriste. Roland Gori. Alors, votre dernière question est plus facile. Je pense qu'on n'est pas sorti du terrorisme dans la mesure où c'est un peu comme un cours d'eau, si vous voulez, souterrain, qui fait résurgence à certains moments, lorsqu'il y a des crises, lorsqu'il y a des failles, si vous voulez, des dislocations notamment, produites par des dislocations diverses et variées, qui font que ça peut à ce moment-là ressurgir. Ensuite, je crois que les terrorismes, quels qu'ils soient, mais bon, là aussi, il faudrait nuancer, sont l'expression d'une maladie de la société, d'une maladie de la civilisation. Alors, contrairement... Donc c'est une maladie de l'époque, d'une certaine façon. Oui, mais ça, je l'ai dit dans ces deux jeux. J'ai dit dans ces deux jeux, les terroristes ressemblent plus à leur époque qu'à l'idéologie dont ils se prévalent. Qu'elle soit, à mon avis, une idéologie... politique, nationaliste, anarchiste, religieuse ou autre. Donc pour moi, si vous voulez, il y a aussi une très, très belle analyse d'Hannah Arendt, par exemple, une fois encore, concernant les méthodes terroristes et les méthodes d'humiliation des nazis, quand elle dit justement ils ont emprunté à la mafia leurs moyens d'intimidation et à Hollywood leurs moyens de propagande. Donc, si vous voulez, et on a bien vu, par exemple, concernant les terroristes de Daesh, qui sont extrêmement bien équipés. Vous avez vu des films catastrophes, il n'y a pas de doute. En termes de réseaux sociaux, en termes de numérique, en termes de société du spectacle. C'est-à-dire que la société qu'ils combattent et les valeurs qu'ils combattent, d'une certaine façon, c'est ce qui peut d'ailleurs discréditer en partie le rapport qu'ils entretiennent avec la religion dont ils se réclament, dénie justement les valeurs de la religion. Je pensais aussi, en vous écoutant, à ce qu'a dit on pourrait citer, si vous le permettez, peut-être je vais le faire. Avec plaisir. Je vais citer une phrase de Marx pour expliquer un peu ce que j'entends par un monde sans esprit, mais ne vous inquiétez pas, après je citerai le pape. Alors, c'est œcuménique. Voilà, Marx, à propos justement vous savez, la religion c'est l'opium du peuple, ça tout le monde se souvient de cette phrase qui est la moins importante, mais il dit la misère religieuse est d'une part l'expression de la misère réelle et d'autre part la protestation contre la misère réelle. La religion est le soupir de la créature accablée par le malheur, l'âme d'un monde sans cœur, de même qu'elle est l'esprit d'une époque sans esprit. Ce qui a donné le titre à votre livre.
Voilà, c'est ce qui a donné le titre, effectivement. Et si vous voulez, ça me paraît un point qui est extrêmement important. On a une très belle analyse, beaucoup mieux que je ne saurais le faire, de Michel Foucault, aussi sur la révolution iranienne en 1978-1979. Ça portait. Où il montre que cette révolution, comme il dit, aux mains nues, elle a besoin d'un carburant révolutionnaire. Et elle va le chercher du côté de l'islam chiite. Et il montre aussi de manière extrêmement importante, et ça rejoint ce que disait M. Haute, il montre que ce n'est pas simplement un moyen de propagande idéologique, c'est aussi une ascèse. C'est-à-dire qu'il y a aussi, en quelque sorte, la conviction qu'en agissant de cette manière et en adhérant à cette propagande par l'acte d'une forme de religion, en gros, c'est un moyen ascétique, c'est-à-dire c'est un moyen de me transformer, c'est un moyen de me modifier. Mais là, on est pour reprendre une catégorie de Michel Foucault, dans un chronotope de 1979, donc nous sommes quasiment 40 ans après. On voit bien qu'il y a quelque chose qui a changé dans la configuration du monde et donc qu'il perçoit en disant que ça aura un grand avenir. Alors, ce qui est intéressant, je ne vais pas chercher la citation, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il dit, dans les décennies à venir, l'islamisme sera le problème. Alors, pour revenir à ma question, est-ce qu'on en a encore pour 40 ans ou ça, moi, Non, je ne vous demande pas d'être prophète, mais comment est-ce que vous voyez les crues advenir? Non, je crois que l'autre point, ça me permet donc de citer le pape François, c'est que le pape François, au retour des Journées mondiales de la jeunesse, dit le premier terrorisme, c'est le fait que le monde ne tourne qu'avec l'argent et qu'au centre du monde, il n'y ait pas la personne humaine, l'homme et la femme, mais l'argent. En gros, c'est du Jaurès, quoi, hein, comme quand Jaurès dit au fond du capitalisme, il y a la négation de l'homme, c'est ce que reprend le pape François un demi-siècle, même un peu plus tard. Donc c'est ça qui est assez extraordinaire. Alors, moi, je vous répondrai simplement, hein, tout dépend de la manière dont nous allons être capables, politiquement, socialement, culturellement, de transformer une société dont il est évident qu'elle n'a fait qu'accroître toutes ces dernières décennies, si vous voulez, cette décentralisation du monde. Cette désacralisation du monde, elle est une désacralisation de la personne humaine aussi, du vivant, de la nature. Hein. La catastrophe écologique n'est que la part émergée d'une catastrophe beaucoup plus profonde, qui est la manière de traiter justement le vivant. Et si nous ne changeons pas cette manière, eh ben, le terrorisme a de beaux jours devant lui. Une forme d'assèchement. Alors, les anarchistes ont été combattus, vaincus d'une certaine façon. Comment est-ce que vous percevez, pour terminer, cette perspective? Je disais, on n'arrête pas les idées avec des balles. Comment est-ce que vous voyez la façon de sortir de ce moment-là? Et les anarchistes, il y a deux exemples pour montrer comment on peut traiter les anarchistes. Un exemple, c'est l'exemple italien. En Italie, on a poursuivi les anarchistes jusqu'au début des années 1900 et en plus, il y avait dans un État où il n'y avait pas le suffrage universel, où il n'y avait pas le droit d'association, où il y avait une persécution de l'opposition. Et là-bas, de l'Italie, les anarchistes ont été essaimés dans le monde entier et partout. Quand il y a un attentat contre un roi, on trouve tout de suite un Italien qui l'a commis, comme avec Sadi Carnot, par exemple, en France, mais aussi avec le président américain en 1901, etc. C'est la même chose. Donc, c'est quand même, eux, ils n'ont pas résolu le problème d'intégration des anarchistes dans la société, mais ils ont voulu résoudre le problème en réduisant les possibilités de participation dans leur société et en expulsant les anarchistes. C'était le mauvais moyen. Le meilleur moyen, c'était, je crois, le moyen français, où on a arrêté, on a fait passer des lois scélérates qui réduisaient les libertés de presse, les libertés des réunions, la liberté d'association, mais on ne les a pas appliquées. Et les anarchistes
ont tenu compte d'une attitude correcte de la justice vis-à-vis d'eux en ne pas les jugeant ensemble avec des criminels comme le gouvernement l'aurait voulu, et sont passés dans leur grande majorité vers des syndicalistes révolutionnaires. C'est-à-dire, il faudrait de nos jours... Une forme de débouché politique d'une certaine façon. Il y a un débouché politique. Et c'est-à-dire, selon moi, si je prends ces exemples historiques, qu'est-ce qu'il faudrait pour l'époque actuelle? Je crois qu'il faudrait ouvrir des possibilités de sortir de l'anarchisme. C'est-à-dire, on ne réfléchit pas assez sur les manières, comment est-ce qu'on pourrait faire sortir les gens. On pourrait les faire sortir par une réforme de la société pour qu'ils ne se sont pas marginalisés, isolés, expulsés dans nos sociétés actuelles. Ce serait un des moyens. Un autre moyen, c'est en créant des formes de participation à la vie sociale, à la vie de notre société, pour maintenir une certaine cohésion de la société. Vaste programme. Merci beaucoup pour votre écoute, pour ces rendez-vous de demain. Le prochain rendez-vous, justement, pour ne pas tout confondre, terrorisme, djihadisme, islamisme, le prochain rendez-vous de demain sera autour, justement, de la question de islam et liberté. Et nous aurons la chance d'avoir Yad Ben-Achour, grand juriste, philosophe tunisien, qui est un des pères de la constitution tunisienne et de la notion de liberté de conscience qui figure dans cette constitution. Et dans le cadre de cette chaire Averroès qu'il tient à l'IMERA, avec aussi Leila Tawil, qui travaille notamment sur la pensée d'un Mohamed Harkoun, qui est un penseur critique de l'islam contemporain. Merci, bonne soirée et à bientôt.